Aujourd'hui, nous allons examiner une affaire datant de la première moitié du XXe siècle. Alors, installez-vous pendant que nous partons pour l'Angleterre. Le début du XXe siècle marque le commencement de l'ère édouardienne. Cette période a été caractérisée par des changements sociaux, une croissance économique et une transformation culturelle. Londres a vu perdurer les influences victoriennes, mais aussi l'émergence de nouveaux styles architecturaux. Le mouvement des suffragettes a pris de l'ampleur, défendant les droits des femmes. Les avancées technologiques, comme l'expansion de l'électricité et l'introduction des véhicules à moteur, ont transformé la vie quotidienne. La scène culturelle a prospéré avec des théâtres animés et des figures littéraires renommées. Cependant, la pauvreté et l'inégalité sociale étaient répandues. Les quartiers ouvriers souffraient de taudis surpeuplés, de logements délabrés et de conditions insalubres. Les bas salaires, les longues heures de travail et l'emploi précaire aggravaient les difficultés, laissant de nombreuses familles peiner à subvenir à leurs besoins essentiels. Le quartier, connu sous le nom de Camden Town, est situé au nord-ouest de Londres et, à cette époque, c'était un quartier animé et en pleine expansion. C'était aussi là que vivait mademoiselle Emily Dymock, une jeune femme née le 20 octobre 1884 dans le petit village de Standon, dans le comté de Hertfordshire. Ses parents avaient beaucoup déménagé et, enfant, Emily ne restait jamais très longtemps au même endroit. Finalement, elle quitta la maison de ses parents et trouva un emploi comme domestique, cherchant à se construire une vie meilleure. Cependant, les choses n'étaient pas faciles pour une jeune femme célibataire dans le Londres du début du XXe siècle, et Emily dut faire face à des défis inattendus. Trouver du travail était difficile, alors après avoir quitté son emploi de domestique, dans le désespoir, elle se résolut à travailler comme prostituée. Elle adopta le nom de Phyllis et obtint une chambre dans un bordel tenu par un homme nommé Monsieur John Crabtree. Elle devint très populaire parmi la clientèle régulière de l'établissement et la jeune mademoiselle Dymock commença à gagner un revenu convenable. Au début de l'année 1907, sa situation s'améliora lorsqu'elle fit la connaissance d'un jeune homme nommé Monsieur Bertrand Shaw. Il n'avait que 19 ans, mais il était tombé sous le charme de mademoiselle Emily Dymock. Ils emménagèrent rapidement ensemble et, après avoir vécu dans 2 établissements moins désirables, ils réussirent à obtenir un appartement ensemble au 29 St. Paul's Road à Camden Town. Bien qu'ils ne soient pas mariés, ils se présentaient comme Monsieur et Madame Bertrand Shaw. En réalité, le jeune Bertrand était encore trop jeune pour se marier sans le consentement de ses parents, mais il travaillait dur. Il occupait un poste d'employé de wagon-restaurant sur le Midland Railway Night Express, qui faisait la liaison quotidienne entre Londres et Sheffield. Il quittait l'appartement chaque après-midi vers 16h30 et ne revenait que le lendemain matin. Il était heureux de le faire, car cela signifiait qu'Emily n'avait plus à travailler comme prostituée. Il pouvait désormais subvenir à ses besoins. Il savait qu'il pourrait finalement se marier et qu'il pourrait alors fonder une famille. Emily se considérait comme une partenaire dévouée. Cependant, une fois que Bertrand l'embrassa pour lui dire au revoir et partit pour son service de nuit, elle reprit son ancienne occupation, moins respectable, et s'aventura dans la nuit. Le mercredi 11 septembre ne fit pas exception. Emily alla jusqu'à la porte et fit signe à Bertrand en lui disant au revoir. Il n'était pas encore 16h30, et tandis qu'il descendait la rue, elle retourna à l'intérieur de l'appartement. Elle s'assit un moment avant de se préparer à sortir. Plus tard dans la soirée, elle se rendit au Rising Sun, qui était un pub situé au 120 Euston Road à Camden. Le matin du jeudi 12 septembre, la mère de Bertrand Shaw arriva au 29 St. Paul's Road. Elle se rendit à l'appartement et frappa à la porte. Il n'y eut pas de réponse. Cela ne lui plut pas, car elle était venue de Northampton, à environ 105 km de là, et elle s'attendait au moins à un accueil quelque peu cordial. Emily savait qu'elle viendrait la voir ce matin-là, bien que les 2 dames n'aient pas vraiment commencé sur de bonnes bases. Lorsque le fils de Madame Shaw avait présenté Emily à sa mère pour la première fois, Emily savait qu'elle allait venir, et Bertrand le lui avait rappelé avant de partir travailler l'après-midi précédent. Emily savait que si elle voulait épouser Bertrand, elle aurait besoin du consentement de sa mère. Donc, ne pas être à la maison n'allait pas arranger la situation. La dame avait découragé son fils de fréquenter Emily, car elle n'approuvait pas son passé mouvementé. Et bien qu'il y ait eu une certaine réconciliation, Madame Shaw n'appréciait pas d'être laissée dehors. La propriétaire compatissait à la situation de Madame Shaw et l'invita à attendre jusqu'à ce qu'Emily ou Bertrand rentrent à la maison.
À 11h30 ce matin-là, le jeune Bertrand est rentré à la maison. Il a été surpris de voir sa mère attendre devant l'appartement. Il a frappé à la porte et a appelé Émilie, mais il n'y a eu aucune réponse. Il n'avait pas sa propre clé, alors il a essayé l'entrée arrière, mais là encore, la porte était verrouillée. Il a demandé l'aide de la propriétaire, qui lui a remis un double des clés. Il a déverrouillé la porte et est entré dans l'appartement. Il a remarqué que tous les tiroirs des placards étaient par terre, avec leur contenu éparpillé. Ces rasoirs de rasage avaient été posés sur la commode. Les volets fermés bloquaient la lumière du jour, mais il pouvait distinguer que le lit semblait en désordre. En soulevant les couvertures, il a vu le corps de sa fiancée, mademoiselle Émilie Dimock. Elle était allongée sur le côté gauche, le bras gauche étendu en travers du dos et la main droite posée sur l'oreiller. Elle était morte. En observant mieux, il vit que sa gorge était tranchée. La police a été contactée. Ils ont inspecté la scène et il était évident que le meurtrier s'était lavé les mains ensanglanté dans le lavabo, puis les avait séchées avec la serviette qui était également tachée de sang. Il a été noté qu'il manquait dans la pièce où le corps a été trouvé une chaîne gourmette en argent avec une petite boîte d'allumettes et un pendentif attaché. Un porte-monnaie qui aurait contenu 5 shillings, une montre en argent, un étui à cigarette gravé des initiales WAS et 2 bagues, dont une bague de mariage apparente et une bague portée avec l'alliance qu'Emily portait pour donner l'impression qu'elle était mariée. Étrangement, l'album de cartes postales de mademoiselle Dimock était ouvert alors qu'elle le rangeait toujours dans un tiroir. Pourquoi le meurtrier aurait-il voulu les regarder ? La police pensait que la personne responsable de ce crime des plus horribles était entrée dans l'appartement par les portes pliantes, les avait verrouillées, avait pris la clé et était sortie par la porte d'entrée, puis l'avait verrouillée de l'extérieur en emportant la clé avec elle. À la suite de l'incident tragique, une autopsie a été réalisée qui a conclu que l'heure du décès de la jeune femme se situait entre 3h30 et 4h du matin le jeudi 12 septembre. À ce moment-là, Bertrand travaillait dans le train, donc il n'était pas suspect. Aujourd'hui, nous allons examiner un type de cas différent, celui d'un homme nommé John qui possédait une fortune mais a commis une erreur fatale qui lui a tout coûté. John a investi tout ce qu'il possédait dans une entreprise qui semblait solide comme le roc, pour découvrir 1 mois plus tard qu'elle avait fait faillite. Il a tout perdu, et ce n'est pas surprenant, car des études montrent que 66% des investisseurs admettent avoir pris au moins une décision d'investissement qu'ils regrettent. S'il avait eu une plateforme comme Mintos, je suis sûr que son histoire aurait été différente. Mais qu'est-ce que Mintos ? Me demanderez-vous. En termes simples, vous prêtez de l'argent à des entreprises ou à des particuliers et vous gagnez des intérêts fixes en retour. Sur la plateforme Mintos, tout est si simple. Le rendement de chaque prêt est affiché dès le début. Le risque est clair et les paiements quotidiens offrent un revenu passif prévisible. Le tout simplement. Sur la plateforme, je peux filtrer les prêts selon le rendement que je souhaite, le niveau de risque avec lequel je suis à l'aise et même la durée du prêt. Mintos propose également des portefeuilles automatisés. Donc vous n'avez pas à tout surveiller en permanence pendant que vos rendements sont réinvestis automatiquement. Avec Mintos, le rendement moyen des prêts est de presque 11%. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'Union européenne sous MiFID. Et comme vous passez par ma chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 500 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le QR code pour en profiter. Cher vieux Jeanne, s'il avait su. Vous le savez, alors ne ratez pas cette occasion. Au cours de l'enquête, des découvertes étranges ont ajouté au mystère. Une lettre partiellement brûlée a été retrouvée dans la cheminée et l'album de cartes postales d'Emily avait été dérangé. Il est devenu évident pour la police qu'il ne s'agissait pas d'un simple vol. Le meurtrier semblait chercher quelque chose de précis alors que l'histoire tragique de mademoiselle Émilie Dimock paraissait dans les journaux. Un homme s'est présenté et a déclaré à la police qu'il avait passé les nuits de dimanche, lundi et mardi en compagnie de la jeune femme qui avait été assassinée. L'homme s'appelait Robert Percival Robertson et il travaillait comme cuisinier sur un navire. La police a vérifié son alibi et lui aussi a été écarté comme suspect. Les agents lui ont demandé s'il avait vu mademoiselle Dimock le mercredi. Il a répondu que oui, mais qu'il était parti tôt. Peu après, 2 lettres avaient été livrées à l'appartement et elle les lui avait montrées. Il se souvenait que la lettre disait « Veux-tu me retrouver à l'Eagle, Camden Town, ce mercredi soir à 20h30 ?» Elle était signée Berthe. Après avoir lu la lettre, elle l'a brûlée dans la cheminée. Monsieur Robertson a également révélé aux policiers
que mademoiselle Dimmock lui avait montré une carte postale qui était écrite de la même main. Il était écrit « Phyllis chérie, si cela te plaît, retrouve-moi à 20h15 ». Mais au lieu du nom de l'établissement précis où il devait se retrouver, il y avait un dessin d'un soleil levant. La carte postale se terminait par ces mots « À toi jusqu'à n'être plus que cendre, Alice ». Malgré une fouille minutieuse de la propriété, la carte postale n'a pas pu être retrouvée, mais la police a pu trouver des fragments brûlés de la lettre. L'enquête s'est orientée vers des personnes liées au passé d'Emily. Cela a conduit la police au bordel, où elle avait auparavant résidé et travaillé. Le propriétaire, M. John Crabtree, a fourni les noms de 2 suspects potentiels. L'un d'eux s'appelait Alexander Robert Mackay, également connu sous le nom de Scotch Bob, qui apparemment était fasciné par Emily. Un autre homme, appelé Scotty, qui l'avait autrefois menacé avec un rasoir. Scotty est resté introuvable, bien que Scotch Bob ait pu établir où il se trouvait la nuit en question. Il travaillait dans les cuisines d'un hôtel au moment du meurtre. Au fur et à mesure que l'enquête avançait, la police a progressivement démêlé les détails de la vie d'Emily. En dehors de sa relation, il ne semblait pas qu'elle ait renoncé à son mode de vie précédent. Cependant, il n'était toujours pas plus près de résoudre l'affaire. Une avancée est survenue lorsque la carte postale qui avait été vue par le témoin, M. Robert Percival Robertson, mais qui n'avait jamais été retrouvée, a finalement été découverte par Bertrand Shaw sous la doublure d'un tiroir. Il l'a remise à la police qui, dans le but de découvrir qui avait écrit la carte postale, l'a transmise à tous les journaux nationaux. 2 personnes ont reconnu l'écriture. L'une était une jeune femme nommée Mademoiselle Ruby Young qui travaillait comme prostituée. Elle a immédiatement reconnu l'écriture d'un homme qu'elle voyait depuis 2 ans. Il s'appelait Robert Wood, un artiste et graveur talentueux. Cependant, ce monsieur avait également lu les journaux, sachant que Mademoiselle Young aurait sans aucun doute vu la carte postale publiée dans l'un des journaux. Il lui rendit visite pour expliquer ce qui s'était passé. Il a dit qu'il avait rencontré une femme nommée Phyllis au pub Rising Sun sur Euston Road quelques jours avant le meurtre. Elle lui avait demandé d'écrire quelque chose sur une carte postale et de la lui envoyer, ce qu'il fit, et il la signa du nom d'Alice, comme elle l'avait demandé. Il a dit que tout cela était très innocent. Il a ensuite supplié Mademoiselle Young de ne pas impliquer la police, lui disant que son père était en très mauvaise santé, et que cela ne ferait que lui causer plus de chagrin. Ruby a promis de garder le silence, même si une récompense avait été offerte pour toute information concernant le meurtre de Mademoiselle Emily Dimmock. L'autre personne qui avait reconnu l'écriture était l'un des collègues de M. Wood à la London Glassworks, un gentleman nommé M. Jack Tinkman. En évoquant ce qu'il avait vu dans un journal à M. Robert Wood, ce dernier a répété l'histoire de la santé fragile de son père et demandé de ne pas impliquer la police. M. Tinkman avait toujours trouvé Robert un jeune homme poli et charmant. Alors, il lui assura qu'il n'informerait pas les autorités. Alors que la police tentait de reconstituer les déplacements de Mademoiselle Emily Dimmock dans les jours qui ont précédé sa mort tragique, des témoins ont donné aux détectives des informations sur un homme aperçu avec la jeune femme avant le meurtre. Un autre témoin qui s'est manifesté s'appelait Monsieur Robert McCowan. Il a dit aux détectives que le matin du 12 septembre, il avait vu un homme quitter le 29, rue Saint-Paul vers 4h45. Il n'a pas vu le visage de l'homme, mais il a remarqué qu'il avait une démarche saccadée caractéristique. Cependant, la police ne semblait pas être plus proche de retrouver la personne responsable du meurtre de la jeune Emily Dimmock. Ruby Young n'avait pas pu garder ses inquiétudes pour elle, et s'était confiée à une amie à ce sujet. Robert Wood lui avait demandé de ne pas se manifester, et de ne pas dire à la police qu'elle reconnaissait son écriture sur la carte postale qui était apparue dans les journaux. Il lui avait également demandé que, si les détectives lui posèrent des questions, elle dise qu'elle était toujours avec lui. Les lundis et mercredis, lorsque Ruby lui avait demandé pourquoi, il avait répondu « Veux-tu le faire ?» et n'avait donné aucune raison. L'amie devint très inquiète et contacta un journaliste du Weekly Dispatch. Le journaliste a alors contacté l'inspecteur Arthur Neal de Scotland Yard, et Ruby a été invité à se rendre à une réunion au poste de police de Piccadilly. Le 4 octobre 1907, M. Robert Wood a été arrêté. Et 2 jours plus tard, il a été inculpé du meurtre de Mademoiselle Emily Dimmock. Le procès fut un événement très médiatisé qui a captivé la nation. Il a débuté à l'Old Bailey le 12 décembre 1907. Les tribunes publiques étaient remplies de personnalités en vue de l'époque, dont beaucoup avaient réservé. On y trouvait aussi des amis et connaissances de la victime.
Cela comprenait des prostituées, des tenancières de bordel et des individus d'une moralité généralement douteuse. Ceux qui n'ont pas pu entrer au tribunal ont envahi les rues à l'extérieur. Beaucoup de gens avaient du mal à croire qu'un jeune homme aussi doux, issu d'une famille qui est respectable, ait pu commettre un crime aussi grotesque. La victime, cependant, était une femme qui avait toujours fréquenté les endroits les plus mal famés et qui, sans aucun doute, avait côtoyé de nombreux personnages de nature douteuse. L'accusation a basé son dossier sur plusieurs témoins clés dont les témoignages ont été cruciaux pour prouver la culpabilité de M. Wood. L'un de ces témoins était Mademoiselle Ruby Young, une femme qui avait eu une relation intime avec l'accusé et qui exerçait la même profession que la victime. Elle a identifié l'écriture de M. Wood sur la carte postale qui avait été retrouvée sur les lieux du crime. Dans son témoignage, elle a également révélé que l'accusé avait tenté de la faire taire et lui avait demandé de lui fournir un faux alibi. Cela a montré les efforts désespérés de M. Wood pour ne pas éveiller les soupçons. Un autre témoin important était M. Joseph Lambert, un ami de l'accusé. Ce monsieur a témoigné qu'il avait vu M. Wood en compagnie d'Emily dans un pub peu de temps avant son meurtre. Son témoignage a confirmé le lien entre l'accusé et la victime, dressant un tableau de leurs interactions et suscitant des soupçons quant à l'implication de M. Wood. Madame Emily Lawrence, une amie proche d'Emily Dimmock, a fourni des détails cruciaux sur un homme dont Mademoiselle Dimmock avait peur. Elle a parlé de M. Wood de manière très impolie et a raconté une conversation avec Emily au cours de laquelle celle-ci avait exprimé des inquiétudes à son sujet. De plus, des témoins qui avaient croisé M. Wood aux abords du 29, rue Saint-Paul, la nuit du meurtre, ont été appelés à témoigner. Cela comprenait M. Robert McCowan, qui a vu un homme quitter les lieux avec une démarche saccadée caractéristique. Bien que M. McCowan n'ait pas pu clairement identifier le visage de M. Wood, son témoignage, concordant avec d'autres récits, a renforcé le dossier de l'accusation. D'autres témoins ont déclaré que l'accusé, M. Robert Woods, connaissait la victime, Mademoiselle Emily Dimmock, depuis au moins 18 mois. La serveuse du pub, Rising Sun, a raconté avoir vu M. Wood et Mademoiselle Dimmock ensemble dans la soirée du 11 septembre. Elle a déclaré au tribunal qu'ils avaient quitté le pub ensemble vers 21h30. Personne n'avait vu Mademoiselle Dimmock après cela. Il est donc apparu que M. Robert Woods était la dernière personne connue à l'avoir vue vivante. M. Woods, cependant, a affirmé qu'il s'était séparé devant le pub, bien qu'il n'ait pas pu fournir d'alibi quant à l'endroit où il se trouvait. Tout au long du procès, l'équipe de défense de M. Wood a réussi à remettre en question la crédibilité des témoins et à semer le doute sur leurs témoignages et, dans certains cas, sur leur moralité. Ils ont remis en question leur motivation, leur fiabilité et leurs éventuels préjugés. L'équipe de défense était dirigée par le célèbre avocat, Sir Edward Marshall Hall, l'un des avocats de la défense les plus en vue de son époque. Il possédait des compétences exceptionnelles au tribunal et avait la capacité d'influencer les jurys. La participation de Marshall Hall à l'affaire a attiré une attention considérable sur le procès de M. Robert Woods. Il a habilement contesté les preuves de l'accusation, élaborant une stratégie de défense convaincante. Son contre-interrogatoire des témoins clés visait à démanteler le dossier de l'accusation, pièce par pièce. Il a examiné les déclarations des témoins, mettant en évidence toute incohérence ou lacune dans leur récit et en se concentrant sur les faiblesses des preuves de l'accusation. Cela lui a permis de semer le doute sur la fiabilité des témoignages des témoins et de créer un récit alternatif. De plus, Marshall Hall semblait capable d'établir une connexion émotionnelle avec les jurés. Il avait un talent unique pour tisser des récits captivants et susciter l'empathie du jury en présentant un scénario alternatif, plausible et en exploitant les ambiguïtés des preuves. En faisant cela, il parvenait à semer un doute raisonnable dans l'esprit des jurés. Ce fut certainement un grand soulagement pour M. Woods et grâce à la générosité de ses amis et de son employeur, il avait pu réunir les fonds nécessaires pour s'assurer les services d'une équipe de défense aussi distinguée. Cependant, pour une raison quelconque, Robert Wood décida de témoigner pour sa propre défense, une décision qui fut considérée comme préjudiciable à sa cause. Son attitude à la barre des témoins ne lui rendit pas service, car il paraissait insincère et étrangement nonchalant face à l'accusation d'un crime aussi odieux. Au lieu de se défendre activement, il a été remarqué qu'il semblait plus intéressé à dessiner la salle d'audience et ses participants plutôt qu'à essayer de convaincre le jury de son innocence. Malgré cela, Sir Edward Marshall Hall était très convaincant lorsqu'il présentait ses plaidoiries finales.
Il a souligné sans relâche devant le jury que l'accusé n'avait aucun motif concevable pour le meurtre de Mademoiselle Dimmock. Il a fait remarquer que les objets volés dans la chambre de Mademoiselle Dimmock n'avaient jamais été retrouvés en possession de ses clients et qu'aucune arme du crime n'avait été localisée. Il a rejeté les maladroites inventions de M. Wood comme étant la réaction naturelle d'un homme innocent qui craignait de ternir sa réputation et celle de sa famille en admettant ses relations avec des prostituées. Lorsque le juge Graham, a résumé l'affaire, il s'est écarté de la position conventionnelle et a clairement indiqué au jury qu'il pensait qu'il devait acquitter l'accusé. Lorsque le jury s'est retiré, il n'a fallu que 15 minutes pour parvenir à une décision. Ils ont déclaré l'accusé, M. Robert Woods, non coupable. La défense énergique de Marshall Hall avait convaincu presque toutes les personnes présentes dans la salle d'audience de l'innocence de M. Wood. En entendant le verdict, une immense ovation a éclaté dans la galerie, qui s'est répétée à l'extérieur. Une fois le verdict annoncé aux centaines de spectateurs qui attendirent dans les rues, la foule a tiré des feux d'artifice et a agité ses chapeaux et parapluies en l'air. Alors que M. Wood quittait le tribunal, accompagné de son père et de son frère, la foule chantait « C'est un chic type ». En fait, alors que la nouvelle de la fin du procès se répandait dans tout Londres, les représentations dans les théâtres du West End ont été interrompues pour que le verdict soit annoncé. Après le procès, le public londonien ressentait beaucoup d'animosité envers mademoiselle Ruby Young, qu'il pensait avoir tenté de piéger son ancien amant. Pour tenter d'obtenir une récompense financière, ne voulant pas être entachée par ce fardeau, elle changea de nom et disparut. Certains rapports indiquent qu'elle épousa plus tard un journaliste, trouvant du réconfort dans une nouvelle identité. Monsieur Robert Wood resta à Londres et continua à travailler comme illustrateur, mais il n'utilisa pas son nom pour ce travail. Il s'est marié, mais a divorcé quelques années plus tard et a continué à vivre à Londres jusqu'à sa mort en 1969, à l'âge de 92 ans. Aucune autre personne n'a jamais été officiellement inculpée pour le meurtre de mademoiselle Emily Dimmock, laissant l'affaire entourée de mystères et ouverte à la spéculation. Certaines théories proposent qu'Emily aurait pu être la victime d'un agresseur non identifié à la suite d'une rencontre fortuite avec un inconnu. D'autres, en revanche, se demandent si M. Bertrand Shaw est d'une manière ou d'une autre rentré de son service et l'a tué, tant il était en colère à propos de sa double vie. Il est également à noter que plusieurs clients de mademoiselle Dimmock ont contracté la syphilis par son intermédiaire et que 2 d'entre eux l'avaient déjà menacé à cause de cela. L'un d'eux aurait-il tenu sa sinistre promesse? Cependant, certains pensent que M. Robert Wood a assassiné mademoiselle Emily Dimmock. Il souligne le fait que mademoiselle Dimmock était méprisée par le public, car elle exerçait une profession jugée immorale, alors que c'était un homme charmant, issu d'une famille respectable, et grâce à cela ainsi qu'à l'habileté de son avocat, M. Robert Wood s'en est sorti après avoir commis un meurtre. Bonjour à tous et merci beaucoup de m'écouter. Sir Edward Marshall Hall était également l'avocat qui a défendu Robert Light lors du procès du vélo vert en 1920. J'ai couvert cette affaire en janvier 2022, donc si certains d'entre vous souhaitent la revoir, j'ai mis un lien ci-dessous. N'hésitez pas à laisser vos commentaires ou retours et j'espère vous retrouver tous dans le prochain Briefcase.